FARDC, on a interrogé les Ouazalendo, parce qu'à Kiliba, il y avait un camp de Ouazalendo qui ont parlé aussi un petit peu. Le FARDC, nos anciens FARDC, on les a interrogés à Kamanola. Donc là, on est carrément, et la population, par rapport aux éléments en tout cas que nous avons identifiés concernant la provenance des bombardements. Il y a eu des bombardements qui provenaient des Luvungi. Luvungi était contrôlé au moment du bombardement par la force coalisée. C'est-à-dire que le FARDC, donc l'armée congolaise, l'armée burundaise, le FDLR et le Ouazalendo. C'est eux qui contrôlaient la zone et ils bombardaient aussi vers Kamanyola. Et il y a eu des bombardements qui provenaient aussi. J'en viens. Donc, provenaient du Burundi. Donc, la responsabilité numéro 1, c'est au commandant suprême des armées. Félix Antoine Tshisekedi, qui est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, et Évariste Ndayishimiye, qui est d'abord militaire de carrière, mais aussi le commandant suprême de l'armée burundaise. Donc, ce sont les deux personnalités, les auteurs intellectuels qu'on donne la responsabilité. Et après, il y a les deux chefs d'état-major. Il y a le général Prime Nirogabo, qui est le chef d'état-major de l'armée burundaise, qui dirige les opérations. Et il y a aussi le général Gilles Banza, qui est le chef d'état-major de l'armée congolaise. Ça, ce sont des responsables militaires et des responsables politiques, en tout cas à l'échelle nationale. Parce que c'est plus facile à un moment donné d'accuser les exécutants quand on les parle des auteurs intellectuels qui décident, qui orientent, qui décident, qui fournissent les armes et tout. Donc, ce sont ces deux grandes personnalités politiques, le président du Congo et le président du Burundi, les deux chefs d'état-major, le chef d'état-major de Burundi et le chef d'état-major de la RDC. Donc, après, il y a aussi des personnalités politiques que nous avons citées au regard de leur position, au regard de leur engagement à la fois auprès des groupes armés, notamment le Ouazalendo. Justin Bitakwira, ancien ministre et député national, qui aujourd'hui coordonne les actions de Ouazalendo dans le sud Kivu. Il y a Willy Michiki, lui aussi il a été identifié, élu du territoire. C'est vraiment des personnes qui ont un mandat électif. Donc ils sont aujourd'hui dans un passeport diplomatique, ils engagent l'État dans certaines circonstances et tout ça. Il y a Willy Michiki qui est cité, il y a Augustin Butakwira, il y a Moïndo Nzangi qui coordonne aussi les actions de Ouazalendo dans le sud, dans le nord Kivu. Donc au-delà de ces trois personnalités, il y a aussi les députés. Oui, voilà, il y a Christian Mbidoul, qui est aussi un député national de Boutembo, donc ancien Maïmaï, qui est aussi identifié comme chef de plusieurs groupes milices intégrés dans la dynamique Ouazalendo. Donc ça, c'est des points qu'on doit retenir. Il y a l'état-major général congolais, donc le général Sylvain Ekenge, qui est le porte-parole des forces armées. Nous avons tous suivi ses discours, mais il n'y a pas que ça. Donc dans la gestion, dans la communication et tout ça, voilà, c'est l'état-major qui donne la ligne éditoriale. C'est l'état-major qui donne les éléments du langage. Donc au-delà du fait qu'on peut condamner Ekenge, donc il y a une responsabilité hiérarchique parce que ce documentaire-là, quand tu dis c'est un porte-parole de l'armée, il a un discours structuré et puis avec des éléments qui sont autorisés à ce que ces éléments soient dits. Donc il a une part des responsabilités, mais on ne peut pas le condamner seul. Donc il y a la hiérarchie militaire, le chef d'état-major, et il y a la hiérarchie suprême, donc le président Félix Tshisekedi. Il y a aussi les chefs des principaux forces négatives de Sud Kivu, le ministre Ouazalendo, William Yakotumba, qui lui-même organise les actions militaires des Maïmaï Ouazalendo dans la partie Sud Kivu. Et donc voilà, il y a Guido Chimira Yoshi, lui aussi il est cité. Il y a Karairi, il y a Ndairuiti et puis Itongwa. Donc voilà, il y a des noms comme ça. Et Makaniki, qui sont cités parmi les chefs de ces groupes négatifs, en fait, Makanaki, j'ai du mal avec des noms, voilà. Après, on est parti aussi plus loin dans l'enquête parce que les discours de haine
il faut le dire, les discours de haine qui sévissent sur les réseaux sociaux, c'est aussi la volonté de pousser la population, de pousser les citoyens à être dans cette logique-là, en tout cas permanente, d'inciter, d'animer le fait, et puis de montrer que telle communauté ne fait pas partie du Congo. Et nous avons illustré les 3 personnes qui sont proches du président du Congo, notamment Kalojika Bamba, Jean-Claude Moubenga, et puis Vanessa Senga. Ils sont ces 3 proches du président qui sont citoyens américains. Donc voilà, et qui ont ce discours-là de haine, incitation à la haine contre la population Banyamulenge, contre la population Tutsi et tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on a illustrées, parce qu'aujourd'hui, si les discours de haine sont sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y en a qui ont fait ce job-là, qui ont constitué une armée numérique qui consiste à alimenter sans cesse les discours de haine. Donc voilà en gros les responsabilités, si vous voulez, en termes de présumés, des personnes que nous avons identifiées et nommées par rapport à tous ces actes de bombardement et des exactions contre les populations civiles, à la fois Bandamuleng et tout, mais aussi d'autres populations qui sont dans les Bashi, au Kamanyola, Massissi et consorts et tout. Donc voilà, donc s'il faut lister, en tout cas pour l'instant, ce sont des personnes que nous avons identifiées directement comme étant co-auteurs et auteurs, et voilà, il y a des exécutants qui vont répondre de l'exact, mais nous, on n'a pas eu accès pour des raisons X ou Y, quelques têtes que nous avons vues comme Wazalendo, à Kiliba, à Kamanyola et tout. Donc voilà, donc j'ai été peut-être long, mais j'ai pu quand même répondre à cette attente. Pouvez-vous enchaîner avec les recommandations auprès des autorités nationales, des acteurs armés, des groupes internationaux, des ONG et consorts? Il y a une question, mais avant qu'on passe aux recommandations, j'aimerais donner la parole voilà, au collectif des avocats du parti civil. Voilà, en fait, il fait partie du collectif aussi, donc il a aussi voilà, un point essentiel à aborder. Et donc voilà, si vous avez une question... J'avais une question et je pense que le maître pourrait aussi répondre, oui. Dans le sens okay. de la vie ensemble de la... Alors ma question serait, il y a la question de la neutralité qui a été posée. Est-ce que vous pensez reprendre avec l'enquête? Vous pensez approfondir votre travail, le travail que vous avez commencé, ou il s'arrête là? Parce que la question, elle est tellement vaste que bon, cet échange a fait réagir. Il y a ça. Et moi, en tant que femme particulièrement touchée par les témoignages des femmes Banyamulenge qui aujourd'hui victimes... vers la caméra aussi. Ouais. Ah, c'est vrai. Désolée, excusez-moi. Ben, venez devant. Venez devant. Ici c'est bon. Ici c'est bon, là c'est bon. En fait, comme ça, la plus facile à regarder les orateurs. Dans le coin, s'il vous plaît, avec... Merci. Oui, ma question était si l'enquête va continuer, étant donné qu'il y a la question de la neutralité qui est revenue. Il y en a certains qui ont lu le rapport, mais qui semblent n'être pas satisfaits par rapport à la position exactement des auteurs de ce travail. Est-ce que vous pensez continuer, vous pensez aller plus loin pour élucider ces doutes? Ça, c'est un, et particulièrement touché sur la question des femmes, en voyant les femmes de la communauté Banyamulenge qui se plaignent d'être victimes de choses que nous reprenons tous. J'ai vu une dame parler tout à l'heure avec beaucoup d'émotion. Je pense que ces femmes vivent la même chose. Est-ce que dans le travail humanitaire que vous avez fait, il y a déjà des actions qui vont dans le sens du vivre ensemble, où vous attendez travailler encore et voir qu'est-ce que les politiques mettraient à votre disposition pour apaiser un peu le cœur de ces femmes? Parce que au-delà des communautés, moi je vois une femme et un enfant qui se fait agresser simplement parce qu'elle est d'une certaine communauté. Aujourd'hui c'est eux, demain ça peut être moi, ça peut être ma communauté, la communauté de n'importe qui. Et ça, c'est pas une question de politique, c'est une question sociale qui interpellerait tout le monde. Est-ce que dans le travail dans le travail qui va suivre, il y a des dispositions qui sont prises de manière à ce que ce problème soit ramené à la table et soit traité comme il se doit pour redonner le sourire à cette communauté-là?
Oui, tout à fait. Il y a pas mal d'actions qui sont en cours, hein, parce que là, on est vraiment dans la projection. On doit continuer. Là, c'était vraiment une première étape d'enquête. Donc, il fallait présenter un rapport rapidement et permettre à ce que nous puissions aussi sensibiliser et mobiliser sur ça. Parce que c'est une question qui va prendre forcément du temps. Parce que la situation, elle est profonde. Il faut dire aussi, mais compte tenu du fait que la sécurité, nos vies aussi sont mises en danger. Parce que quand vous allez dans les zones où les bombardements peuvent arriver, des drones peuvent arriver à tout moment, c'est pas non plus évident. Et lorsque l'accès à ces zones-là, notamment en termes de transport et tout, c'est pas accessible, c'est pas du tout facile. Donc on essaie de travailler avec les acteurs locaux, hein, pour nous qui sont un peu des lanceurs d'alerte locaux, qui nous permettent d'avoir des informations en temps réel. Et donc ça, pour l'instant, on essaie de travailler, mais l'idée, c'est que nous puissions avancer encore plus loin. Bon, voilà, mais c'est pas évident. On a été à Camagnola, il y avait encore des crépitements, on a vu des cadavres à Saint-Just, c'était pas évident. À Ouvira, pareil, à Ouvira, il n'y a pas eu d'affrontement. Donc voilà, avant Ouvira, vers Louvingue et consort et tout, il y a eu des cadavres sur le chemin parcouru et tout ça, Kaliba et consort, mais pas vraiment à Ouvira. Donc du coup, l'idée, c'est de travailler aussi avec des acteurs communautaires, les leaders communautaires, pour que nous puissions avoir très rapidement des éléments. Par rapport à la neutralité, on doit faire la part des choses. Donc voilà, notre démarche, notre action, c'est limitée dans des zones du site Kivu. Voilà. Donc on a présenté ce que nous avons vu. Le jour où on va aller, par exemple, au Katanga, nous allons dire ce que nous avons vu. Aujourd'hui, maman l'a témoigné. J'ai une question, mais au Katanga, on ne va pas vous donner l'accès. Oui, pour l'instant, on ne nous donnera pas l'accès. Voilà, voilà, parce qu'il y a un blocus. Oui, justement, au sud Kivu, avant la prise d'Ouvira, il y avait un blocus. Donc à chaque fois, il y a un blocus quand ils commettent leurs actions. On a vu les bombardements des antennes de Vodacom et des RTL et tout ça. C'est pourquoi? C'est justement pour taire, voilà, pour qu'il n'y ait pas l'accès à l'information et qu'on sorte ça. Ça va de pair. À partir du moment où il y a des bombardements réguliers au haut plateau et tout, ben ça évite à ce que les enquêteurs puissent accéder. Donc du coup, il y a des pressions morales, pressions psychologiques. On va bombarder à tout va et donc du coup, personne n'ira parce qu'il y a des bombardements, parce que ces zones-là sont dangereuses. Et moi, quand je dis tout à l'heure que les humanitaires ne sont pas présents, voilà, oui, j'ai bien dit que je vis le CICR sur le terrain et confort et tout ça. Mais mes frères, au regard des bombardements, les dégâts et tout, la Croix-Rouge, quand elle est sur le terrain, c'est vraiment pour faire le service après-vente, après les affrontements et tout ça. Ils n'ont pas assez de moyens pour répondre à l'urgence humanitaire et consort et tout. Et donc là, tout le monde voit, tout le monde se tue et tout ça. Par contre, l'intérêt, c'est dans ce sens-là que nous disons qu'il n'y a pas d'humanitaire. Et effectivement, certains rapports des Nations Unies manquent un peu de certaine neutralité. Et dans les rapports, ils ne font aucune mention de la situation, notamment dans le haut plateau, à Minembwe, Ouvira et consort Massissi. C'est ça, en fait, notre interrogation. Et c'est ce silence-là aussi qui nous doit nous déranger, mon frère Guido. Et c'est un travail qu'on doit faire après. Moi, j'aimerais encore revenir ici, qu'on regroupe un peu les humanitaires et tout ça, qu'on puisse parler uniquement du silence de la communauté internationale. Ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail. Pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique? Oui, le ministre belge a dénoncé récemment les propos du porte-parole de l'état-major et tout ça. Est-ce que c'est assez? Moi, je trouve que c'est insignifiant au regard de ce qui se passe. La Belgique a le moyen et l'influence au sein de l'Union européenne pour faire en sorte que l'Union européenne puisse parler. Pourquoi l'Union européenne ne parle pas? Pourquoi l'Union européenne laisse la situation perdurer? Mais ça, c'est des questions que vous et moi réfléchissons dans quel cadre on doit travailler. Donc, nous, les humanitaires, en tout cas, nous qui voulons être les humanitaires, trouvons un cadre, organisons une conférence. Moi, je suis d'accord, Dido. Ben voilà, est-ce que le jour où vous allez décider d'aller à Goma ou à Bukavu, est-ce qu'ils vont vous permettre d'aller à Kinshasa? Je n'en sais rien. Après, c'est vous qui allez assumer. Mais moi, aujourd'hui, je sais que les gens m'ont dit le jour où je mettrai mes pieds sur le territoire contrôlé par Félix, et je ne verrai plus ma famille. Donc là, ça j'ai eu des menaces. Il y a des choses où des fois, on n'a pas envie de les dire pour ne pas choquer les gens et tout. Mais c'est ça la réalité aussi.
Quand on voit nos compatriotes qui se déplacent et qui viennent nous empêcher de dire ce que nous avons vu, ça, il y a un problème. Le silence, c'est ça aussi. Donc, doit-on continuer à avoir peur, à ne pas se déplacer, à hésiter à dire des choses? Non, à un moment donné, on dit, ben voilà, vu qu'aujourd'hui, on nous prive, on nous bloque d'aller dans la partie ouest, ben, on va aller là où on peut y aller, mais pour dénoncer au moins ce que nos compatriotes, nos frères vivent, parce que c'est d'abord des humains. Donc voilà, on ne fait pas une opposition des crimes entre l'Est et l'Ouest, entre les zones contrôlées par Kinshasa ou par l'FCM 23. Nous, c'est ce que, là où on arrive, on a la possibilité d'enquêter, qu'on puisse faire nos enquêtes et présenter les rapports vraiment avec une certaine neutralité. Donc voilà, merci. Voilà. Je pense que nous avons fini toute la séance des questions. Encore une question, et puis ça sera la dernière, et on va passer au mot de clôture. Est-ce que je peux d'abord dire un mot sur la neutralité qu'ils ont dit? La neutralité, ça se prend vis-à-vis de la personne et vis-à-vis de ce que tu cherches. Mais lui, ils ont présenté les faits tels qu'ils sont. Ce sont les faits tels qu'ils sont, tels qu'ils vus sur le terrain. Donc, ils étaient neutres et indépendants parce qu'ils rapportent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Donc, la question de neutralité ne se pose pas dans ces rapports. Mais celui qui veut continuer à faire des recherches, il peut le faire. Mais la question de neutralité ne se pose pas parce qu'ils racontent ce qu'ils ont vu. Et concernant les humanitaires aussi, j'ai un rapport de OCHA du 24 novembre 2025 qui dit que le blocage des routes et l'interdiction d'accès aux acteurs humanitaires dans les hauts plateaux. Mais ça, OCHA a dit qu'il n'y a pas des humanitaires qui montent dans les hauts plateaux pour dire que les plateformes, donc tous les hauts plateaux étaient bloqués. Ça c'est OCHA des Nations Unies qui a dit qu'il n'y a pas des humanitaires. Attendez un peu. Et en plus, ceux qui autorisent les ONG dans les hauts plateaux, c'est le gouvernement. Et le gouvernement n'a pas autorisé des humanitaires dans les hauts plateaux. Et ça, c'est un fait. Moi, je suis du Sud Kivu, je connais très bien. Donc, c'est pour opérer dans un endroit, il faut l'autorisation du gouvernement. Et le gouvernement avait bloqué ça dans les hauts plateaux. Donc, ce que le rapport a dit, c'est corroboré par d'autres faits qu'il y avait un blocus humanitaire total jusqu'à présent. Merci. Attendez un instant, s'il vous plaît. On va d'abord donner la parole au monsieur qui est là. Un instant. Il faut noter. Oui, je voulais seulement dire à Minembwe et à Mikinke. Micro. Oui. Notez ça quelque part. Vous allez continuer juste après. Notez ça, parce qu'il y a quelqu'un déjà qui a le fait. Vous allez passer. Notez ça quelque part. Allez-y, s'il vous plaît, monsieur. Je peux déjà dire bonsoir, puisqu'on a commencé l'après-midi et on finit le soir. Mon nom est Guilain Kishiba, je suis représentant de la communauté catangaise ici en Belgique, dans le Benelux. On a parlé de neutralité. Effectivement, ce n'est pas évident. Donc, j'ai été observateur aux élections en 2011 pour la communauté congolaise à l'étranger. Et nous avions aussi le problème qui a été soulevé par certains ici, c'est-à-dire que on est observateur, on raconte ce qu'on a vu, pas ce qu'on a entendu. Donc, bien entendu, il y avait des rumeurs dans les villes, puisqu'on s'était un peu réparti la tâche géographiquement. Et bien entendu, quand on lisait certains journaux ici, on avait triché d'une manière extraordinaire, etc., etc. Nous, on n'a rien remarqué de cela. Donc on aurait pu dire, vous avez été aveugle, vous avez été distrait, mais nous avons fait des bureaux, des sites, et même nous avons rencontré des gens qui nous ont interpellés pour dire, venez ici, on est occupé à tricher, on remplit des urnes, on a fait ce qu'on a pu. On n'était pas une équipe immense, c'est pourquoi... quand on soulève pour dire vous n'avez pas dit ceci, vous n'avez pas dit cela, effectivement, on est un peu frustré, moi aussi, que certaines choses n'aient pas été développées. Mais c'est
en fait la contrainte de l'exercice, de votre exercice. Vous dites, là sur le terrain, on a vu ci, on a vu ça, maintenant à nous à faire les déductions. Ce qui me réjouit quand même, ça m'est égal le silence de la communauté internationale sur ce qui se passe chez nous. Parce que c'est quoi cette communauté internationale? Elle est très limitée finalement, hein. Elle est internationale mais elle n'est pas mondiale. Donc d'ailleurs, nous, est-ce que nous avons de grands débats sur ce qui se passe en Ukraine? On s'en occupe, puisqu'on massacre là aussi. Non, non. Donc on pourrait nous reprocher notre silence sur l'Ukraine. Donc, alors cette hiérarchisation où un sujet ne devient important que lorsque on en a débattu à Paris, à New York ou à Londres, dit non. Comme vous le faites et comme certaines ONG ou associations le font, l'histoire, notre histoire doit être racontée par nous-mêmes. Vous êtes occupé à faire, il n'y avait pas beaucoup de donc comment dire, d'ONG sur place, donc il y avait la Croix-Rouge, peut-être deux ou trois autres associations internationales, mais vous étiez là. Donc, et j'encourage en fait les Congolais à aller sur place et à raconter notre histoire. Donc c'est pas vraiment une question que j'ai, mais c'est une réflexion, c'est-à-dire que et notre histoire sera véridique lorsque ce seront les Congolais qui la raconteront, parce qu'on la racontera dans notre intérêt et non pas dans l'intérêt des autres. Voilà. Merci beaucoup. Votre réflexion ici, monsieur. C'est la dernière question. On va clôturer. Je n'ai pas de questions, c'est juste... Micro. Vous pouvez passer devant, s'il vous plaît. Ok. Non, j'en ai pas de questions. Et je ne suis pas ici, comme j'ai dit autrefois, je suis chercheur. Et le devoir, l'éthique nous demande à reconnaître le travail des autres. Donc je ne veux pas dire. Je voudrais préciser que j'étais à Ouvira aussi en septembre, octobre, avant la prise d'Ouvira. Parce que moi-même, mes enfants sont des réfugiés et donc je devais les rencontrer au Burundi. Moi j'étudie ici, mais mes enfants sont réfugiés. J'ai fouillé ça. Ce que je voulais préciser seulement ici, c'est ce que le collègue a dit et ce que aussi le papa vient de dire. Vous savez, la rigueur scientifique nous exige de dire la vérité à nos collègues, les Belges ici, pour qu'ils nous aident à résoudre nos problèmes. Si on vient avec les points de vue des uns, sans corroborer avec celui des autres, ils vont résoudre partiellement le problème, ils vont les éloigner. Je voulais justement préciser, c'est pas pour être contre les présentateurs, le collectif, pour remettre les choses dans la vérité des faits. Quand on dit les humanitaires n'ont pas été dans ces zones-là et on extrapole jusqu'à Minembwe dans le haut plateau, moi j'ai dit c'est faux. En tout cas j'ai dit c'est faux. Pour la simple raison, je veux vous informer, et les Banyamulenge qui sont ici, s'ils sont sincères, ils vont dire la vérité. L'ONG belge qui s'appelle Médecins du Monde Belgique, vous connaissez ça? Non. Ceux qui ne connaissent pas, mais les Banyamulenge qui sont ici, ils vont vous dire. L'ONG belge qui s'appelle Médecins du Monde Belgique, depuis 2018-19, il est à Minembwe avec une base et soigne les Banyamulenge gratuitement dans les centres de santé. Il a une base à Kaololo, donc, C'est formé, vous parlez de 2018 ou non 2025, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Ça, c'est faux. Vous avez C'est faux. Ça, c'est faux. Nous allons. Il y a quelqu'un qui veut encore intervenir. On va passer au mode de clôture. On va passer au mode de clôture. S'il vous plaît, attends. Magloire, s'il vous plaît. Voilà, nous allons passer au mode de clôture. Qu'est-ce que tu veux? Le micro, vous passez devant. Venez devant. Bonsoir. Bon. Bonsoir. En fait, Patrick Kawaya, je voulais poser une question à
Voilà, maman. Vous regardez la caméra. Ah, voilà, le vacan. Voilà. Pourquoi pas vous prononcer bombarder par Congolais, voire même Sissi, pourquoi pas tout le temps Banyamolé, Tutsi, pourquoi pas pour Congolais tout court? Parce que je crois que Banyamolé ne va pas Congolais. Pourquoi pas pour le Bagno, pas Congolais? Tout le temps, diviser Bissou, Tutsi, Congolais, Banyamolé. Donc on dirait que un statut spécial, mais dans un monde à part. Ou bien il n'y a pas d'autres Congolais qui meurent. Donc, pourquoi vous savez, on a voulu vous le bagage, non, parce que vous bombardez pas Congolais Miningwe, parce que vous bombardez pas Congolais à Massissi, parce que vous bombardez pas Congolais à Uvira, il y a le Vungi, mais nous, non, Banamoulingue, tout ça. Donc, je ne sais pas, nous avons moi réponse plus soin. Merci. Okay. Moi, je dois répondre à cette question en français. Lingala nanga izama mukeme na uka. Ok. Pourquoi on dit ça ici dans ces rapports? C'est parce que ces gens sont ciblés à cause de leur appartenance ethnique. Tout simplement. Ça, c'est ça la réponse. On les dit parce qu'ils ont subi des attaques à cause de ce qu'ils sont. Il y a des discours de haine qui les discriminent, qui les mettent à côté, et puis ils sont ciblés parce qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est pourquoi il faut dire les mots dans les termes qui sont utilisés. C'est pourquoi on parle cela. Mais on est tous Congolais à 100% et ce pays nous appartient tous. Le Congo est un patrimoine commun de tous les Congolais. Et personne n'a droit sur le Congo plus que l'autre. Et quand on dit ça, parfois, ils ne veulent pas un traitement différencié, non. Ils veulent qu'ils soient traités comme tout autre Congolais. Ils ne réclament aucun privilège. Parce qu'ils sont des Congolais à 100%. Donc ils ne réclament aucun privilège. Ils veulent seulement qu'ils soient traités au même pied d'égalité. En fait, ça, on appelle ça un droit, moi aussi je suis juriste, le droit à la non-discrimination. C'est tout seulement, tout simplement. Et ça, on appelle ça un droit naturel. Ceux qui ont fait la philosophie du droit, c'est un droit qui existe avant l'appartenance à tout État ou à aucune nationalité. C'est ça qu'on appelle un droit naturel. La congolité de ces communautés, c'est un droit naturel. Un droit qui n'ont pas hérité à cause des traçages des frontières ou de quoi. Non, ils sont créés comme tels. C'est un droit naturel. Merci. Très rapidement, très court, Monsieur Dido, et on va passer au mot de clôture, s'il vous plaît, très court. Oui, c'est lui qui va faire le mot de clôture maintenant. Donc, désolé, hein, j'interviens encore. Pour d'abord dire que je suis tout à fait d'accord. Ici en Belgique, mon association Change SB se bat contre la discrimination. Donc, on sait c'est quoi la discrimination et on ne peut jamais accepter une discrimination de qui que ce soit, peu importe d'où on vient ou qui on est. Nous-mêmes, on subit la discrimination ici en Europe, on ne peut pas faire subir la discrimination en Afrique et encore moins dans notre pays au Congo. Sur ce point-là, on est 100% d'accord. Mais j'avais une question que j'avais oublié de poser, puisque certaines personnes ont eu la chance d'aller dans les territoires que moi j'appelle occupés. On parle souvent de la neutralité des Nations Unies, vous êtes avocat, et on dit souvent que les Nations Unies n'interviennent pas, mais ce qui me choque, c'est que les Nations Unies, leurs représentants, disent une chose très clairement. Ils disent que le M23 est encore plus armé que eux, mieux armé. Alors la question que moi je me pose, et je pense qu'on ne peut pas le nier, parce que avec toutes les avancées qu'ils ont faites, voilà, d'où viennent leurs armes, comment ils se sont procurés ces armes, et justement, comme on peut critiquer la communauté internationale, mais moi je me rappelle aussi que, parce que je me suis beaucoup battu pour les intérêts de mon pays, puisque le Congo était sous embargo militaire. Nous, jusqu'en 2021, je pense, on avait des embargos militaires, mais comment eux, un groupe rebelle, je suis désolé de le dire, mais pour moi c'est un groupe rebelle, a pu obtenir plus d'armement. La question est très facile à vous répondre. Merci. Les M23, vous savez là où ils sont, vous pouvez aller faire cette recherche.
Non, Parce c'est pas. qu'il n'y a pas une liste. Ils vont Vous répondre. Non, je ne pas vous, j'ai pas les observateurs. Ok. Non, excusez-moi. C'est une question qu'il faut poser à eux. Non, je pose la question aux gens qui ont eu la chance d'aller sur le territoire et du coup, eux ont observé des choses que nous, on n'a pas eu la chance d'observer sur ce terrain-là. Et puis tout à l'heure, vous vous êtes contredit parce que vous avez dit que les humanitaires, pour avoir accès au terrain, on doit avoir l'autorisation du gouvernement congolais, du Kinshasa. Donc, c'est le gouvernement congolais, c'est à Kinshasa. Et vous avez dit que c'est pour ça que les humanitaires ne vont pas, donc c'est à eux que retombe la responsabilité. Pourtant, la personne à côté de vous nous dit que lui, il a eu les autorisations et il était sur le terrain sans avoir l'autorisation du gouvernement congolais. Donc c'est aussi une petite contradiction que j'avais remarquée. Comment vous avez fait pour... Je parlais des autorisations pour aller... Sur le plateau. Non. Non, je vais clarifier un peu. D'accord. On a obtenu une autorisation pour aller au camp des réfugiés de Nyarushishi au Rwanda. C'est quand même un camp de réfugiés, c'est des personnes qui sont protégées. Comment vous avez fait pour voir ce que nous, on n'a pas vu? Parce que moi, je suis congolais. Donc voilà, tu prends tes risques à toi en fait. Sans autorisation. En fait, non, tu n'as pas besoin d'autorisation. En fait, tu es congolais. Parce que au plateau, en fait, mais par contre, la différence, quand tu parles, quand on parle des humanitaires internationaux, parce qu'aujourd'hui, sur le plan international, le FC23 n'est pas considéré comme un État. Donc tout passe par les affaires étrangères, les ambassades du Congo, au consort et tout, partout, parce qu'un humanitaire français qui va aller au Congo, même à Goma et tout ça, il ne va pas aller négocier avec le M23. Il faut qu'il voit avec l'ambassade de la RDC et tout ça pour aller. Et dans la liste des zones non, voilà, l'ambassade. C'est dans la théorie, hein. Toi et moi on connaît, on est humanitaire dans la théorie. Oui, mais parce que toi t'es congolais, tu vas chez toi, mon gars. Voilà, mais aujourd'hui, c'est des zones interdites aux Belges d'y aller. Les Belges qui vont là-bas, c'est les Belges qui prennent les risques. On était parti avec le VD, lui c'est un citoyen belge aussi. Il est congolais? Oui, il est congolais d'origine. A changé? Non, moi j'ai connu congolais. Oui, mais il est congolais d'origine, il a un passeport belge. Il faut dire les choses. Tu peux m'aider parce que tu as eu la chance d'être là-bas. Moi, la question que je me pose en tant que diaspora congolais, c'est comment ça se fait que le M23 aujourd'hui, même les Nations Unies osent dire clairement, et tu devrais avoir honte, qu'ils sont surarmés, ils sont même mieux armés qu'eux-mêmes. Je sais que tu souffres de ne pas te répondre, mais peut-être... Non, rien du tout. C'est que tu es honnête. Guido, en fait, moi je suis direct avec toi. Tu sais, il y a des questions comme ça qui relèvent d'ordre militaire. Moi je ne suis pas membre des M23. On subit des conséquences. Oui, mais les conséquences là, en fait, nous on est sur le fait. Maintenant, sur des questions, si tu veux, voilà, il y a des occasions, il y a des représentants de l'FCM23. Moi, je n'ai pas de réponse à donner. En tout cas, franchement, tout ce que moi je peux dire, mais ce que le confrère a dit, ce qui est vrai, c'est qu'un Français ne peut pas mettre ses pieds au Congo sans avoir la... Il a répondu ça. La question c'est, on est en guerre. C'est une guerre et les gens gagnent parce qu'ils ont des armements. Comment ça se fait que, comment ils ont obtenu des armements lourds que même les Nations Unies. Moi, je vais répondre à cette question. Oui, merci. Ah, toi tu es honnête. Je vais répondre à cette question. J'écoute. Tous les armes, les derniers modèles des armes, que l'AFC M23 récupère ça du régime. Ça c'est du Goma, pas ça. Si, il récupère les armes du régime. Moi je te l'ai dit, tous les armes sophistiquées que Félix a commandées d'Azerbaïdjan, dans des trucs comme ça. Voilà donc. Voilà. Merci beaucoup. Il ne faut pas chercher à. Voilà, je pense qu'on a... Ouais, je pense qu'on a suffisamment eu du temps pour discuter. Je peux utiliser ça. Ok. D'abord, je vous remercie tous pour avoir participé dans cette conférence de presse qui a été enrichissante. C'est pourquoi j'ai prévu un peu de circonstances parce que nous sommes des partenaires avec ces ONG qui ont fait des enquêtes sur le terrain. Alors que cette rencontre touche à sa fin, je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre présence, votre écoute et la qualité des échanges. Votre engagement aujourd'hui relève d'un devoir de responsabilité face à une tragédie humaine qui dure depuis trop longtemps. Les résultats de l'enquête humanitaire indépendante présentée aujourd'hui
soulève des faits d'une gravité extrême. Les bombardements des zones habitées, exactions répétées contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu, violations manifestes du droit international humanitaire et mépris persistant des engagements de cessez-le-feu par le gouvernement congolais. Et tout cela en résulte à tout ce que nous avons entendu dans ces rapports. Comme ils ont dit dans ce qu'on peut dire dans l'update, depuis 2017, les populations civiles Tutsi Banyamulenge ont subi des attaques répétées menées par les FARDC et leur coalition et maintenant appuyées par les forces armées du gouvernement burundais. Et si nous parlons de la coalition, c'est les milices Wazalendo et les FDLR. Et ces bombardements, dans ces bombardements, ils utilisent l'usage des technologies militaires lourdes, notamment les avions de chasse de type Sukhoi et des drones de combat, et qui a considérablement intensifié les pertes de vies humaines civiles et ayant provoqué aussi des destructions massives d'infrastructures, et en particulier dans le village habité par les Tutsis et les Banyamulenge, surtout dans le nord et le sud Kivu. Pas plus tard qu'hier, et aujourd'hui même, le 16 janvier 2026, de nouvelles violences visant les Banyamulenge ont été signalées, illustrant la persistance des menaces malgré les appels répétés à la paix. Les bilans humains et matériels accumulés depuis le début de ces conflits est catastrophique et appelle de toute urgence à une documentation rigoureuse et indépendante ainsi qu'à la condamnation internationale. Et c'est ce travail que les ONG ont réalisé et les collectifs, ceux qui vous ont présenté ici. Donc, il faut continuer ce travail rigoureux et enfin de montrer ce qui se passe parce que c'est votre devoir. Ces actes de violation du droit international qu'ils ont énumérés dans ces rapports s'inscrivent dans une histoire longue. Mais tu veux regarder la caméra, s'il te plaît. Ok. Dans une histoire longue marquée par l'impunité et l'instrumentalisation politique de l'identité et marginalisation délibérée de certaines, contre certaines communautés, comme vous les avez dit ici, comme c'est rapporté dans ces rapports. Et ce passé continue à produire des effets désastreux et ne peut être ignoré. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours continuer à parler et que la communauté internationale ait conscience et que même nous les Congolais nous-mêmes nous devrions s'y mettre pour résoudre ces conflits. Mais ces rapports et travail des collectifs d'avocats n'est pas une conclusion sans horizon. Ils sont des outils d'alerte et d'appel à l'action. Ce n'est pas seulement de parler, mais ce sont des outils d'alerte et appel en action. La paix ne pourra jamais être imposée par force ou construire sur l'exclusion. Elle ne pourra advenir que par la reconnaissance mutuelle, le vivre ensemble et le refus des divisions ethniques instrumentalisées. Nous comptons sur ce genre de travail en vue de plaider en faveur de la protection réelle et effective des communautés affectées et pour que cesse toute illustration ou instrumentalisation des forces armées contre les populations civiles qu'elles ont devoir à protéger, parce que cela a été toujours répété par le gouvernement de Kinshasa, ou les populations qu'ils ont en premier lieu le droit de protéger, parce que c'est ça l'obligation qui revient à l'État, l'obligation de protéger et de respecter le droit des gens, mais cela a été le contraire. Donc, il faut que ce même travail continue. La paix durable ne pourra être construite que par les
Congolais et Congolaises, eux-mêmes et avec l'appui de la solidarité internationale respectueuse et fondée sur les droits. Donc nous avons aussi nous-mêmes notre part de responsabilité pour construire la paix. Nous exprimons enfin notre profonde reconnaissance aux ONG et collectifs d'avocats ayant fait cette enquête ou réalisé ces rapports, le travail que le collectif d'avocats est en train de faire en vue de protéger les victimes et en faisant la documentation et en présentant les cas devant différentes juridictions compétentes pour que les victimes trouvent enfin la justice. Votre engagement incarne l'humanité en temps de crise et constitue une pierre angulaire en fait que la justice soit faite et que nous puissions atteindre une paix durable en République démocratique du Congo. Je vous remercie tous. Merci. Monsieur Jean-Pierre Bouyambéré. C'est vous. Et Monsieur Innocent. Non, finalement, non. Non, ok, ça va. Voilà. Donc nous sommes arrivés au terme de cette conférence. Merci à tout le monde pour votre présence. Et voilà, nous offrons un verre.